Bonjour à tous, il va être question aujourd'hui de Hunger Games La Révolte, réalisé par Francis Lawrence, avec Jennifer Lawrence dans le rôle principal, également avec, alors comment il s'appelle, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Woody Harrelson, Elizabeth Banks, Julianne Moore, Philip Seymour Hoffman, qui nous a tragiquement quittés, Stanley Tucci, Donald Sutherland, etc., etc. Bref, un assez gros casting à vrai dire, c'est assez intéressant de voir ça. Troisième volet de la saga Hunger Games, qui devrait être le dernier, mais qu'évidemment ils ont décidé de séparer en deux, comme toutes les fins de saga qu'ils font depuis le début, parce que c'est toujours plus intéressant de pouvoir grappiller encore un peu de monnaie, un peu plus de monnaie à la fin que ce qui était prévu à la base. Donc première partie de la révolte, la deuxième partie sortira l'année prochaine. L'histoire donc prend la suite directe de ce qui s'est passé après Hunger Games 2, donc Katniss et une partie des participants au dernier Hunger Games ont été sauvés par la rébellion, la résistance qui s'est organisée autour du district 13. Katniss donc se réveille dans ce nouveau district et se voit devenir, plus ou moins malgré elle, la voix de la révolte qui s'est mise à gronder. Ce qu'elle a fait, elle, à la fin des Hunger Games, a déclenché toute une vague de révolution parmi les 12 districts. Les 12 qui restent, en tout cas, officiellement. Ils vont devoir commencer à mettre en place une espèce de contre-propagande contre la propagande du Capitole, en faisant de Katniss cette espèce de fer de lance de la Révolution, sachant que elle, pour le coup, évidemment, était très très inquiète du sort de ses camarades et des gens qui étaient avec elle, en particulier de Peeta, donc qui n'a pas été libéré avec elle et qui est donc toujours à Panem, je crois qu'il s'appelle. Et donc voilà, qu'elle veut essayer de récupérer, etc., etc. C'est un peu laborieux d'en parler parce que comme tous les films, comme toutes les histoires coupées en plein milieu, il y a pas de vrais enjeux cette histoire, et donc du coup c'est compliqué d'amener ça comme tenant et aboutissant d'un film. C'est pas suffisant. C'est pas assez gros, mais c'est comme ça. Ils vont le séparer en deux, donc il faut bien trouver un moyen, un endroit où séparer. A priori, c'est du contenu qui est dans le bouquin quand même, puisque c'est un peu l'idée. C'est pour ça qu'on le sépare en deux, c'est pour pouvoir tout adapter de ce qui est du livre. Et il y a même des choses en plus, parce que je crois qu'elle a demandé à ce qu'il y ait des gens qui reviennent par rapport à son histoire à elle. Et, euh, et donc tout ça est, comment dire, pas faux, mais un peu artificiel quand même. C'est-à-dire que c'est évident que ça prend beaucoup trop de temps pour ce que ça montre, que n'importe quel autre film parlant de ces sujets-là aurait réalisé qu'ils sont pas si intéressants, si importants, si intéressants que ça, et qu'il faudrait passer assez rapidement dessus. Ça reste très bien fait. Ça reste très intéressant, et ça reste un bon film, comme tous les autres de la saga d'ailleurs. Enfin vraiment, Hunger Games, les gens ont beaucoup hué au début, et au bout d'un moment, admettez quand même que la saga est quand même pas mal. C'est pas révolutionnaire, mais c'est paradoxalement, mais c'est plutôt pas mal. Donc c'est toujours aussi bon que le reste. C'est pas ça a pas perdu en qualité ni quoi que ce soit. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus fascinant. Alors, c'est intéressant de voir l'évolution du personnage de Katniss, parce que elle est partie de vouloir simplement défendre sa sœur à elle, qui doit devenir d'un seul coup la voix de tout un mouvement et de toute une rébellion. C'est intéressant de la voir devenir du coup un leader de mouvement, de pensée, et de la voir du coup d'être obligée d'apprendre à le devenir, c'est-à-dire d'apprendre à mettre de côté ses soucis personnels, ce qu'elle a du mal à faire pendant cette première partie, mais ça va venir. Donc mettre de côté ses soucis personnels, se rendre compte de l'impact qu'elle a auprès des gens, se rendre compte de la force qu'elle peut avoir dans ce conflit, de ce qui peut être déterminant ou pas, tout ce qui la dépasse et de tout ce qui la concerne. Donc c'est tout l'intérêt de cet épisode-là. Mais c'est vrai que c'est un petit peu plan-plan, entre guillemets, par rapport surtout à ce qui s'est fait avant, parce qu'avant on avait les Hunger Games et on avait tout un tas de manipulations au début de l'aventure, qui étaient intéressantes à mettre en place. Là, pour le coup, tout est en place, donc il n'y a plus qu'à faire avancer tranquillement le truc. Et du coup, c'est un style de film assez différent, et le film commence très bizarrement, enfin par rapport à ce qu'on a toujours vu au début des Hunger Games. Celui-ci était beaucoup plus sombre, comment dire, pas sombre parce que c'était déjà assez sombre, mais
froid. Beaucoup plus froid. Le début du film n'a pas de musique du tout. Elle est obligée de se promener un peu tranquille, enfin dans des couloirs où elle sait pas trop où elle est, etc. Enfin, ça marche plutôt pas mal au niveau de la déstabilisation. Ce que je trouve plutôt bienvenu et intelligent, c'est que quand le premier film a commencé, on a tous parlé du triangle amoureux en se disant que c'était encore une idée à la con. Et en fait non. Parce qu'ils ont eu l'intelligence de traiter ce triangle amoureux sur plusieurs tomes. C'est un peu l'inverse de Twilight, par exemple. Twilight qui est persuadé que son histoire d'amour drive toute l'histoire, ce qui est pas du tout le cas, parce qu'en fait, à chaque fois, la relation atteint un point fixe à chaque fois qu'un problème est résolu. C'est-à-dire qu'au début, elle se demande si elle est amoureuse d'Edward. Quand elle l'est, on en est sûr qu'elle l'est. Après, elle a un doute sur Jacob, mais à la fin, elle est sûre d'être amoureuse d'Edward, donc elle l'est. Et après, pendant 3 films, elle est sûre du truc. Donc c'est un triangle amoureux pourri, en fait. C'est un triangle amoureux qui ne marche pas. Là, ce que je trouve intéressant, c'est que le triangle amoureux s'est mis en place dans le premier film, où donc elle est partie vers Pita plutôt que vers, je sais plus comment il s'appelle là, le petit frère de Chris Hemsworth. Ils ont fait 2 films, et là, maintenant, ça commence à revenir. Et là, c'est intéressant. Parce qu'un ancien couple dont la nana est partie vers un autre mec et qui finalement se demande s'il n'y a pas encore moyen de se tourner autour, etc. Enfin, plusieurs années après, quand le truc a eu le temps de s'installer, etc. Là, c'est une idée. Là, c'est intéressant de traiter un triangle amoureux parce que c'est pas juste avoir des hormones en feu et décider quand celui qui nous met le plus les hormones en ébullition. C'est vraiment une question de sentiment, de maturité et de morale et de plein de choses dans le genre là. Un truc beaucoup plus intelligent que ça. Là, pour le coup, je trouve qu'il y a eu un vrai talent à disséminer un peu tout ça. Alors, c'est probablement le travail de l'auteur d'origine, mais c'est intéressant de pas l'avoir surexagéré et surmodifié pour en faire un truc intéressant en tant que film. C'était ça qui était plutôt pas mal. J'ai noté 2-3 incohérences, mais c'est pas des choses monstrueuses. C'est bon, par exemple la présidente du district 13 qu'on découvre dans ce film-là. À chaque fois qu'elle a une annonce à faire, elle fait venir absolument tout le monde du district. Donc je sais pas combien il y a de personnes, mais on va dire en gros 10 000, qui doivent tous se réunir dans une salle centrale. À chaque fois qu'elle a juste à leur dire bon bonjour, salut, ça va, aujourd'hui il faut acheter du pain et merci, au revoir. Et ils se cassent tous. On se dit mais il n'y a pas juste un système d'interphone quelque part. Elle est obligée de faire venir tout le monde dès qu'il y a un truc à chaque fois. Mais sinon ça marche plutôt pas mal. Je trouve ça intéressant. La présidente du coup du district 13 est jouée par Julianne Moore, qui est du coup quand même pendant tout le film avec Philip Seymour Hoffman, qui discute quand même pas mal avec Donald Sutherland qui est juste en face, etc. Les castings de ces films me paraissent assez surprenants, enfin assez étonnants, qu'ils arrivent à être pris suffisamment au sérieux pour mettre des noms comme ça sur des castings de films comme ça. C'est de films comme ça, parce que film destiné à la jeunesse, c'est vrai que tout ce qui est destiné à la jeunesse c'est pas toujours très bien considéré. Et c'est vrai que du coup ce genre de stars dans des films comme ça, c'est assez surprenant et plutôt bienvenu. Ce qui fait du coup d'ailleurs que quasiment tous les gens du casting d'Hunger Games sont ultra connus, parce que Jennifer Lawrence elle-même étant devenue une star, ça veut dire que tout le monde est des stars en fait dans ce film. C'est assez génial. Ça, on va passer rapidement, il n'y a pas trop besoin de venir dessus. J'ai déjà parlé du coup de l'esprit. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un côté, il n'y a pas vraiment moralisateur ou donneur de leçons. Il y a un côté ce qui sert le plus au bien de tous. Je dis ça par rapport à tout ce qui est propagande et manipulation. Parce que depuis le début du film, depuis le début de la saga, il y a toute une histoire contre le Capitole, Panem, etc. Et la propagande qu'ils font et le fait que l'Hunger Games ce soit un moyen de contrôle de la population. Et là, ce qui est intéressant, c'est que du coup, passant chez les rebelles eux-mêmes doivent faire de la manipulation, doivent faire de l'endoctrinement, doivent faire de la propagande, doivent essayer de faire passer leur message de façon intéressante. Font donc des films promotionnels à coups de musique symphonique et de gros textes qui apparaissent, etc. On dirait un peu les vidéos de Starship Troopers. Donc il y a ce côté intéressant de dire que oui, des fois on est obligé de faire des choses qui sont pas très bien.
C'est-à-dire manipuler l'opinion publique en mentant un petit peu quand même. Ils mentent pas c'est pas eux qui mentent le plus, c'est sûr et certain. Mais ils mentent un petit peu en tout cas. Où ils exagèrent, où ils essayent de vraiment d'endoctriner les gens, quoi, de les pousser à rejoindre ce mouvement de révolte. Parce que c'est nécessaire, parce qu'il y en a besoin, parce que on est obligé d'en arriver là pour réussir à se battre contre notre ennemi. On essaie aussi de réutiliser ses armes contre lui, de retourner ses armes contre lui. Donc c'est plutôt intéressant, encore une fois, au niveau de la gestion de manipulation des masses et d'endoctrinement. C'est quelque chose qui est plutôt bien fait et qui marche plutôt pas mal. Après, niveau réalisation, c'est casse pas trois pattes à un canard. C'est très bien foutu. C'est très bien filmé, je dis pas le contraire. J'ai quelques problèmes avec quelques plans aériens qui font vraiment très très fake, et ce qui m'étonne un peu parce que tout a l'air d'être tourné en décor réel en plus pour la plupart, donc c'est un peu étonnant de faire ça. Mais grosso modo, non, c'est plutôt très très bien réalisé et ça marche assez bien. Mise en scène plutôt intéressante. Il y a tout un moment où elle débarque dans le district 12. Tout le monde nous dit que le district 12 s'est fait laminer après que Katniss du coup ait fait ce geste de rébellion et se libère du Hunger Games. Et on nous dit pas exactement ce qui s'est passé, on dit pas exactement qui a survécu. On comprend que ça a été terrible, mais on sait pas trop comment. Et il y a toute une phase de révélation quand elle y arrive qui est plutôt bien faite, où en fait le vaisseau se pose. Et le vaisseau, tel qu'il est fait dans son design et tel qu'il est filmé, remplit tout le cadre avec Cinémascope. Le vaisseau se pose, elle descend par la rampe, le vaisseau décolle derrière elle, et quand le vaisseau décolle, là, révèle dans le flou, dans tout ce qui est derrière elle, du coup, derrière sa zone de netteté, des bâtiments en ruine, des gravats, des choses dans ce genre-là. Et ensuite, seulement, on a un plan large où on commence à voir l'étendue des dégâts et ce qui s'est passé. Donc il y a tout un côté révélation, build-up comme ça, un petit slow burn de la révélation de l'étendue des dégâts qui est plutôt intéressante. Mais voilà, c'est pas, ça révolutionne pas la mise en scène ni quoi que ce soit. C'est pas ce qu'on lui demande non plus d'ailleurs. C'est un film de divertissement qui marche plutôt bien, qui essaie de faire passer en plus des messages intéressants et qui fait bien son boulot. Donc rien que pour ça, ça mérite plutôt le respect. Voilà, pas de quoi en parler pendant des heures, mais c'est encore du bon boulot et j'attends la conclusion, parce que c'est vrai que pour le coup, ce troisième film a un côté un peu pas décevant, mais un peu pétard mouillé au niveau de la conclusion. Ce qui est pas méchant, ce qui est pas grave, c'est l'histoire qui avance comme ça. L'histoire est dans une zone pas de creux, mais une zone un peu moins fascinante. Mais elle reste toujours intéressante et il y a toujours de quoi aller voir le film et de quoi continuer. Voilà, je suis désolé, ça paraît pas emballé, mais enfin voilà, le film est très bien et rien de spécial à dire non plus, donc voilà, il faut aller le voir. De toute façon, si vous avez vu les autres, je pense que vous attendrez pas mon avis pour aller voir celui-là, s'ils vous ont plu. Et puis je vous donne rendez-vous pour le 4e, parce que voilà, j'ai bien envie de voir comment ça va finir quand même. Écoutez, prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!